Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît. On se retrouve aujourd'hui pour une revue d'actualité immobilière. Nous sommes en semaine 36 et vous allez voir, il y a plein de sujets intéressants pour cette rentrée. On va parler de la relation entre les propriétaires bailleurs et les locataires et notamment de certaines obligations qui sont parfois indiquées dans les baux d'habitation. On va évoquer un sujet très important qui concerne presque tout le monde, je vous le dis. C'est le Conseil d'État qui a rendu une décision récemment sur la salubrité des logements. On évoquera ensuite un marché qui est en croissance dans l'immobilier, ça change, c'est notamment le marché du viager. Et puis on terminera par des sujets aussi passionnants, c'est-à-dire l'évolution des prix de l'immobilier ces derniers mois, donc les tendances, et l'évolution de la demande également. Comme ça, normalement ensemble, on devrait pouvoir évaluer les opportunités de marché, que ce soit pour vous en tant que professionnel de l'immobilier ou bien en tant que particulier en quête d'un nouveau logement. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite et toutes les sources seront bien sûr en description de cette vidéo. Bon, alors tout d'abord, normalement, je ne vous apprends rien en vous disant qu'actuellement, il y a une crise du logement, de manière générale. Et notamment, les acheteurs, faute de budget, n'arrivent plus à devenir propriétaires. Ils restent donc locataires de leur appartement ou de leur maison. Et ça veut dire que les nouveaux entrants sur le marché de la location, eux, n'arrivent pas à se loger, bien évidemment. Ça crée un goulot d'étranglement avec énormément de demandes et de moins en moins d'offres. Et aussi, ce n'est pas le sujet du jour, mais de moins en moins d'offres à titre de résidence principale du locataire. Donc, dans cette situation, évidemment, on rencontre certains propriétaires bailleurs qui profitent, qui outrepassent leurs droits en tant que propriétaire bailleur. BFM IMO a donc rappelé certains points que les locataires doivent vérifier au niveau de leur bail. Je ne dis pas que c'est facile dans la réalité, mais tout de même, c'est important de le savoir. Tout d'abord, on parle du dépôt de garantie. Donc en ce qui concerne les locataires, un propriétaire bailleur n'a pas le droit de vous demander plus d'un mois de dépôt de garantie si le logement est loué nu, donc avec un bail nu, ou 2 mois de loyer si jamais le logement est en bail meublé. Quand on parle de mois de loyer, c'est un mois de loyer hors charge, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'en meublé, le dépôt de garantie est supérieur à la location nue? Mais c'est tout simplement puisqu'il y a plus d'éléments dégradables dans une location meublée que dans une location nue, notamment les équipements intérieurs et les meubles. Également, certains propriétaires en profitent pour interdire les animaux de compagnie, chiens, chats, lapins, tout ce que vous voulez. Eh bien ça, c'est interdit d'interdire en vérité. La seule chose qu'ils peuvent interdire en réalité, ce sont les chiens de catégorie 1. D'accord ? Donc dedans, il y a les American Staff, les Pitbull, les Tosa, voilà, des gros chiens qu'on considère, en tout cas selon la loi, être des chiens d'attaque. À partir de là, ils peuvent vous les refuser, mais pas les autres animaux. Vous, en revanche, vous avez une responsabilité, c'est d'éviter le trouble du voisinage. Et donc, notamment, les bruits d'un animal. Ça pourrait être, par exemple, les aboiements, si vous êtes absent toute la journée et que le chien s'ennuie. Aussi, on retrouve certains propriétaires qui écrivent dans le bail qu'il est interdit de fumer dans le logement. Eh bien, en vérité, fumer dans un logement, c'est pas bien. Mais le propriétaire n'a pas le droit de vous interdire de fumer dans le logement, tout simplement. Dans certains baux d'habitation, vous pouvez voir aussi écrit que le loyer doit être versé par prélèvement automatique via votre compte bancaire ou directement prélevé sur salaire. Ça, c'est assez fou. Non, c'est complètement interdit, d'accord ? Et bien sûr, BFM IMO rappelle quelque chose d'important, pas de dessous de table, évidemment. Il y a les frais d'agence si vous passez par une agence. Si vous passez par un propriétaire en direct, il n'y a pas de frais, donc pas de billets en plus, c'est-à-dire en plus de la caution et du loyer. Deuxième article hyper important qui vient de sortir, le Conseil d'État a annulé très récemment une proposition de décret qui devait autoriser la location des logements supérieurs à 1,80 m. Je vous explique. De manière générale, le Code de construction et de l'habitation dit qu'une surface est habitable à partir du moment où sa hauteur sous plafond est d'au moins 1,80 m. Okay ? Ça, c'est le Code de construction et de l'habitation. Mais ce que la majorité des locataires et des propriétaires bailleurs ne savent pas, c'est que dans chacun de vos départements, il y a ce qu'on appelle le règlement sanitaire départemental. C'est donc un règlement qui vient s'imposer au Code de construction et de l'habitation et qui vient donner les règles de sa région. Par exemple, le Code de construction de l'habitation dit au niveau national une surface habitable, c'est minimum 1,80 m de hauteur. Eh bien, le règlement sanitaire départemental, lui, peut dire non, si vous décidez de louer un appartement, pour qu'on puisse le considérer comme logement salubre, il faut qu'il fasse minimum 2,20 m de hauteur sous plafond. Donc, ce décret venait finalement supprimer cette hauteur sous plafond de 2,20 m qui est en général la même dans tous les départements de France et l'autoriser à partir de 1,80 m. Eh bien, l'association pour le droit au logement a porté un recours contre ce décret et a gagné, en tout cas le Conseil d'État
a donné raison. Il faut savoir que ces règles s'appliquent bien entendu dans la relation entre un propriétaire-bailleur et un locataire. Le propriétaire-bailleur, lui, doit louer un logement décent. Ça veut dire qu'il doit respecter le règlement sanitaire départemental. On ne peut pas ignorer la loi à ce niveau. Donc ça veut dire que dans la majorité des départements, si la hauteur sous plafond du logement, de manière générale, fait en dessous de 2,20 m, il n'est pas considéré comme salubre et décent aux yeux de la loi. Il y a bien sûr plein d'autres paramètres que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Troisième article, on a My Sweet Home qui a sorti un article très intéressant justement sur la croissance du viager notamment, donc d'un investissement immobilier locatif alternatif par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver. Le viager, il faut savoir que ça représente 1% des ventes environ, donc c'est 6000 transactions à l'année sur à peu près 800 000 transactions. Ça fait pas beaucoup, mais c'est un marché qui est en croissance de 5%. Donc ça, c'est quand même très très important. Il peut y avoir des opportunités de marché. Le viager, bon, on va faire un simple rappel de ce que c'est dans les grandes lignes. En quelque sorte, généralement, ça va concerner les personnes âgées qui sont propriétaires d'un logement. Elles vont décider à un moment donné, pour maintenir leur qualité de vie ou améliorer leur qualité de vie, de vendre leurs biens ou une partie de leurs biens. Et donc souvent, on va parler de viager occupé. Ça veut dire qu'il y a une somme qui va être versée par un acheteur, donc notamment un investisseur. Il va verser ce qu'on appelle un bouquet. C'est une somme d'argent qui ne correspond pas du tout à la valeur du bien, de la maison ou de l'appartement. Elle est bien inférieure, mais c'est quand même très souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est ce qu'on appelle le bouquet. Donc le propriétaire qui vit dans son logement, lui, va toucher tout de suite un capital et ensuite il va toucher une rente à vie, donc un loyer à quelque part. Le propriétaire investisseur va lui verser une rente tous les mois jusqu'à son décès. Et l'article parle également de vente en nue propriété. Alors c'est un sujet beaucoup plus vaste qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais il faut savoir que ça existe aussi. Quatrième article, c'est le groupe IAD qui a sorti, qui a publié un article, une enquête sur l'évolution des tendances des marchés immobiliers en 2024, sur l'année, sur une année glissante et aussi sur les 3 derniers mois. Donc on y voit plein de choses super intéressantes. Pareil, l'article sera en description, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous donner les points importants. Tout d'abord, ce que constate le groupe IAD, c'est une évolution des prix affichés et une évolution des prix signés, donc en promesse d'achat chez le notaire, entre 2 et 2,5% sur les 3 derniers mois. Alors, si on prend sur une année globale, sur une année glissante, bien sûr, les prix ont baissé d'environ 4,5%. Mais une augmentation d'un peu plus de 2% sur les 3 derniers mois. Ça peut montrer un rebond, peut-être un nouveau dynamisme de marché qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment déjà quand arrive la période printemps-été. C'est aussi les meilleures périodes normalement pour vendre son bien immobilier puisqu'il y a des sujets de mutation, de changement de vie, etc. Et puis il ne faut pas oublier que les taux ont tout de même entamé une certaine baisse depuis quelques temps. Si d'ailleurs on veut comparer juillet 2024 versus juillet 2023, sur 20 ans, il va y avoir 0,20 points d'écart à peu près. Donc en gros, l'an dernier, vous empruntiez à 3,75% sur 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes plutôt à 3,50, 3,55. Donc il y a une amélioration du pouvoir d'achat. Sans compter bien sûr une inflation depuis un an et donc normalement une évolution des salaires. Si vous voulez, l'immobilier, c'est quand même plusieurs paramètres, plusieurs tendances. Si on prend une légère baisse des prix, une légère baisse des taux, une légère inflation, donc avec une augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, on commence petit à petit à retrouver un équilibre. Il ne faut pas comparer le marché actuel et le marché des prochaines années aux années folles, c'est-à-dire avec des taux d'emprunt à 1%. D'accord ? Super intéressant également dans l'article, les marges de négociation. Donc là, ça s'adresse à vous, les acheteurs, et potentiellement à vous, les vendeurs aussi, parce que j'espère que si vous vendez, c'est pour racheter derrière. Donc 8,4% de marge de négociation constatée, c'est 2 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Et ça veut donc dire que les acheteurs ont repris l'ascendant sur le marché. Ils sont présents pour les acheteurs solvables et qui ont envie d'acheter, et ils n'hésitent pas à faire de réelles baisses de prix. Et dernier article, et bien pareil, c'est une enquête, cette fois-ci réalisée par les agences immobilières Guy Hockey. Pareil, c'est super intéressant. Il constate une augmentation du nombre de biens à la vente entre janvier et août 2024 versus janvier et août 2023 d'environ 8%. Il y a donc plus de stock pour le marché, ce qui revient également à dire qu'on est de plus en plus sur un marché d'acheteurs. Il constate également une évolution des prix affichés, attention, pas des prix signés chez le notaire, mais des prix affichés
en vitrine de 2,8%. Il faut mettre bien sûr ce chiffre-là en parallèle avec les marges de négociation importantes qui sont proposées par les acheteurs. Intéressant également, il faut savoir que sur le marché de la transaction, il y a environ 60% de maisons et 40% d'appartements. Et que le prix moyen d'une maison vendue, c'est 370 000 euros et 314 000 euros pour un appartement. Sauf que bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes surfaces. Donc le prix au mètre carré des appartements est bien plus élevé que celui des maisons. Et dans l'enquête, il s'aperçoit que les plus grandes surfaces, finalement les types de biens qui sont destinés aux familles, sont plus sensibles à une augmentation de prix que les petites surfaces. Ça s'explique aussi par la baisse des investisseurs sur le marché locatif, et notamment sur les toutes petites surfaces, sur les T1. Étant donné que les prix au mètre carré à l'achat sont souvent très élevés et ont explosé ces dernières années, notamment du fait des rendements élevés grâce à des taux d'emprunt très bas, les taux ayant remonté, les prix des petites surfaces n'avaient pas assez baissé, ils continuent de baisser justement pour pouvoir correspondre à une rentabilité qui intéresse l'investisseur sur le marché. Ça veut donc dire qu'il y a des opportunités pour les propriétaires investisseurs qui décident d'acheter des petites surfaces dans les grandes villes. Je parle des investisseurs, mais ça peut être aussi bien sûr une opportunité pour un premier achat d'un jeune actif qui décide d'acheter un studio pour quelques années. Il y a bien sûr des exceptions sur le marché. Le littoral reste une exception, c'est-à-dire que le stock de biens à la vente continue d'augmenter, mais les prix augmentent également. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais principalement, on se retrouve avec une demande toujours très importante pour acheter sur le littoral, et ce sont aussi des personnes qui souvent ont un pouvoir d'achat meilleur que la plupart des Français, qui empruntent peu ou qui n'empruntent pas. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Profitez-en si vous avez des questions, des remarques ou des expériences d'ailleurs que vous vivez en tant que locataire ou propriétaire. Mettez-les dans les commentaires, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.